Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Eric. Bonjour Johan. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, alors moi je suis un petit peu déçu parce que tu nous as dit par mail que tu te mettrais au diapason en te faisant une boule à 0 parce que t'invites les deux chauves. Et tu l'as pas fait, t'as pas tenu tes promesses, je suis hyper déçu. Si, en fait, je l'ai fait, mais ça a repoussé très vite. Wow. Je maîtrise pas, donc tu vois. Faut que tu me donnes le remède. Je te donne la recette. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie de vous joindre à nous pour ce nouvel épisode du podcast sur l'actualité qu'on va commenter maintenant. Et on va commencer tout de suite avec un premier sujet. Le premier sujet, c'est le Tesla Cybertruck qui est enfin là, qui a été annoncé la semaine dernière et qui déçoit un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, Jean-Christophe. Bah oui, alors il déçoit dans plusieurs domaines. Le premier évidemment c'est le prix parce qu'il avait été annoncé à des prix vraiment canons et finalement il est au niveau de la concurrence et on est à plus 20 000 euros, plus 30 000 euros selon les versions. Et puis il déçoit aussi au niveau de l'autonomie, une autonomie beaucoup plus faible qu'annoncée au départ. Et par le poids tractable, alors là c'est un peu dans une moindre mesure parce que ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel, mais effectivement les gens l'ont beaucoup attendu, ça fait très très longtemps qu'on en parle avec des grosses promesses au début, et je peux comprendre que ça soit assez décevant pour tout le monde, surtout au niveau du prix quand t'as précommandé et que tu te retrouves avec 20 000 euros à rajouter derrière. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Johan, ça t'inspire quelque chose? J'ai l'impression que c'est pas trop ta cam, le Cybertruck. Non, moi je milite pour des véhicules petits, légers, avec des petites batteries. C'est l'antithèse du Cybertruck. Donc je m'intéresse pas trop à ce type de véhicule. Il y a peut-être une utilité pour certains professionnels, mais je suis pas sûr que ce soit eux qui vraiment fassent les volumes du véhicule en question. C'est clair. Alors de toute façon, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a probablement un gros gap culturel entre les États-Unis et l'Europe, parce que c'est effectivement un engin qui aura qui trouvera peut-être sa place et son marché aux États-Unis, parce qu'on sait que une grosse partie des Américains et notamment des professionnels adorent rouler avec des pick-up. Nous, ça nous paraît un petit peu un non-sens parce que c'est ces espèces de genre d'engins avec des bennes ouvertes. On voit pas bien l'intérêt chez nous. Là-bas, en plus, ils ont des grands espaces qu'on n'a pas ici, etc., etc. Des villes qui sont très rectilignes avec des avenues à 2 fois 3 voies la plupart du temps. Donc ça s'inscrit parfaitement dans le paysage américain. Reste à savoir maintenant si les Américains qui sont aujourd'hui des utilisateurs de gros trucks et de gros pick-up trucks de type Ford F-150 seront des gens qui vont adopter un pick-up électrique, parce qu'on sait qu'en général ils sont assez réfractaires à ce type de propulsion. Puis ça pose d'autres questions. Ça pose une question aussi plus générale des promesses incessantes de Tesla et d'Elon Musk, qui sont souvent pas tout à fait tenues, ou alors elles sont tenues dans le temps. Il faut rappeler quand même que le Cybertruck a été annoncé il y a exactement 4 ans. C'était en novembre c'était fin novembre 2019. Alors juste avant le Covid, est-ce que ça a influé? Probablement, mais donc il était prévu pour arriver en 2020 ou 2021. Bon, il arrive fin 2023 dans un accouchement qui a l'air assez difficile quand même, parce que moi mon impression c'est que Elon Musk a tourné un peu le dos à cet engin et qu'il en a fait un peu la promotion de façon un peu contrainte et qu'il y croit plus trop. Enfin moi c'est l'impression que j'ai l'impression qu'il a un peu perdu la main là-dessus et qu'il se demande un petit peu où ça va. Alors, espérons pour eux qu'ils trouvent leur marché sur les États-Unis, parce que en Europe, je vois pas trop l'intérêt effectivement de ce type de véhicule. Après, sur les prix, bien, il nous refait les coups de la Model 3. Rappelons quand même que la Model 3, quand elle avait été annoncée, était une voiture à 35 000 $. Et il a fallu 3 ou 4 ans de Model 3 pour qu'on arrive à peu près à tomber à ce prix, en déduisant les bonus, en prenant le modèle vraiment de base, etc., etc. Donc, est-ce que le Cybertruck suivra la même trajectoire? C'est possible. En attendant, voilà, c'est effectivement une voiture qui va coûter entre 20 et 30 000 euros de plus que ce qui avait été annoncé, et qui va avoir une autonomie de 200 ou 300 km inférieure à ce qui avait été annoncé. Donc, moi, je suis à la limite je me dis, mais on est à la limite de l'arnaque, quoi. Ouais, alors après, j'ai vu que tu pouvais opter pour une batterie supplémentaire qui se place à l'arrière dans la benne, mais qui supprime tout intérêt de la benne finalement, parce que le sol n'est plus plat, etc. Et c'est quand même 50 kWh pour 200 km en plus. Donc en plus, le problème est là, c'est que tu vois l'efficience du machin. Moi, j'ai essayé de calculer un petit peu le bilan carbone de cette voiture.
en comptant la taille de la batterie qui est donnée pour 100... Enfin, j'ai vu le chiffre de 123 kWh, ce qui est quand même le double d'une Mégane, quand même. Une conso de 30 kWh au centre dans un pays qui a une électricité qui est pas décarbonée, pas du tout même. En gros, j'ai calculé que ça revenait en gros à 50 tonnes sur l'utilisation du véhicule de 100 000 km, ce qui est équivalent à un diesel en France, tu vois. Donc je me dis, là, on cherche à décarboner. Peut-être que c'est bien effectivement de supprimer des gros pick-up V8 et tout en mettant des voitures électriques, des pick-up électriques, mais je pense que si on veut décarboner et si on veut être neutre carbone, quoi qu'il arrive, de toute façon, un jour, les Américains devront se passer de pick-up. Et ce qui me semble compliqué. Moi, je pense que tous les trois, on est sur la même ligne, là. Le Cybertruck, soit on adore, on est fasciné, soit on déteste ce truc. Et je crois que tous les trois, on n'est vraiment pas touchés par l'engin. Et moi, je vois passer des publis. Il y a des gens en France, hein, j'en ai vu qui l'ont précommandé, enfin, qui sont sur les listes d'attente. Je n'arrive pas à comprendre. Je crois que ça fait 2,30 m, 2,40 m de large. Enfin, c'est un truc... Il faut habiter dans une maison, une grande maison à la campagne, et puis avoir un mode de vie quand même particulier. Enfin, moi, je veux dire, si je vois des urbains qui ont commandé cet engin, c'est complètement, c'est un non-sens complet, mais on en verra. Je suis sûr que on va avoir des mecs qui habitent dans Paris qui vont rouler en Cybertruck, comme ceux qui roulent en Hummer aujourd'hui. Hein. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça beau. Je trouve c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve super moche en plus. Hein. Je trouve immonde. C'est hyper subjectif, mais c'est vraiment pas. Enfin, c'est juste fou, quoi, en fait, comme véhicule. Voilà. Par contre, je trouve ça. Enfin, tu disais, est-ce que les gens aux États-Unis qui roulent en pick-up auront envie de passer sur le Cybertruck? Je pense que pour le coup, Elon Musk a été malin en proposant un véhicule très puissant, justement pour séduire cette clientèle un peu, tu sais, très masculine, très bagnolarde en fait. Ouais, voilà. Il y a une vidéo qui est incroyable où il y a un drag race entre le Cybertruck et une Porsche 911, et à l'arrivée, tu vois qu'en fait le Cybertruck il tracte une Porsche 911 aussi et il bat la Porsche. Dans une je pense que tout ça c'est fait justement pour arriver à séduire le bagnolard américain et son pick-up. Le rural, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que le coût de l'accélération de 0 à 100 en 2 secondes 6 pour la version la plus puissante. Ok, on aime bien, moi j'aime bien la performance, on est toujours impressionné par ce genre de chiffres, mais pour un pick-up comme ça n'a absolument aucun sens, on s'en branle complètement, quoi, en fait. Pardon pour le mauvais. Oh là 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 là. non mais déjà, je sais pas si t'as essayé, moi j'ai essayé une Model X Plaid. Ouais, j'ai essayé une Model S Plaid. C'est juste, tu te dis, mais à quoi bon? Enfin, ok, c'est rigolo, mais c'est juste démentiel. Enfin, tu fais l'accélération. Moi, je l'ai eu quelques jours, la Model S Plaid. L'accélération totale en mode, je sais plus quoi, c'est même plus le D-Cruise, je sais plus comment ça s'appelle. Donc celle qui te permet de faire de 0 à 100 en 2 secondes 1, je l'ai fait en plusieurs jours et plusieurs centaines de kilomètres, je l'ai fait 2 fois, quoi. Et puis terminé, quoi, parce que c'est rigolo 2 fois, mais en plus si t'as un passager il tombe dans les pommes, il a la nuque cassée, enfin voilà, mais déjà moi quand j'accélérais au volant, quand je faisais une grosse accélération, je sentais mes yeux qui commençaient à partir. Aucun sens. Ouais. Non, mais c'est sûr. Alors après, sur une voiture, une berline un peu sportive, moi j'ai une Model 3 Performance, ça tape bien aussi en accélération. Mais sur un pick-up, c'est sympa, mais sur un pick-up, puis après, il faut l'arrêter, quoi, l'engin qui fait 3,5 tonnes, quoi. Donc, tu fais pas ça entre 2 feux rouges dans une ville européenne, quoi. Ça va être compliqué. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a la charge bidirectionnelle. Donc ça, je me suis pas encore bien renseigné là-dessus. Bien sûr. Mais ça fait rentrer la charge bidirectionnelle chez Tesla. Oui. Et ça, c'est plutôt un point positif qu'on espère voir descendre en gamme. Ouais, tout à fait. Mais à voir comment ça fonctionne, si c'est un truc propriétaire ou si c'est un truc un peu open, je sais pas comment. Ouais. Là, j'ai vraiment pas d'infos encore là-dessus. J'ai pas regardé en détail la technologie, mais j'ai vu aussi que le Tesla Cybertruck a été doté du steer by wire, c'est-à-dire la direction sans timone en fait, avec juste une impulsion électronique. Et Tesla, alors je sais pas si c'est Tesla qui revendique d'être le premier à l'avoir fait ou si c'est son public. En tout cas, je voudrais m'inscrire en faux contre cette affirmation, puisque la première voiture dotée d'un steer-by-wire, c'était l'Infiniti Q50S, qui est sortie en 2013. Donc depuis 2013, cette voiture est dotée du steer-by-wire. Je le sais d'autant plus que j'en ai une, et en version hybride. Et donc effectivement, c'est sympa parce que on peut régler la force et la démultiplication de la direction juste en appuyant sur un bouton.
Et donc cette voiture était déjà dotée de cette direction sans tringle. Donc le Cybertruck n'est pas le premier. Après, est-ce qu'il utilise une technologie différente qui lui permet de dire qu'il est le premier? Ça, je ne suis pas allé dans ce détail, dans ce niveau de détail. Et ça te faisait pas... Moi, ça m'angoisse, cette histoire. J'aime bien avoir une crémaillère, un tube. Je sais que ça va tourner si je tourne. Oui. Après, en fait, les Airbus actuellement oui, qui volent, tous dans les lesquels avions, tu montes. Voilà, ouais. c'est la même chose. Voilà, Ouais. c'est exactement Alors, pareil, mais ouais. ça m'angoisse quand même. Alors, ce qu'elle a aussi, cette Infiniti Q50S, c'est qu'elle a quand même une tringle de direction au cas où. C'est comme quand tu as les vitres électriques et puis tu as aussi un système qui permet de baisser la vitre manuellement. Donc, c'est la même chose. Ça veut dire que en fait, c'est un système double qui fait que si jamais il y a un problème électronique, c'est la tringle de direction qui est traditionnelle qui reprend la main. Ok, cool. Donc c'est complètement sécurisé. Ceux qui ont essayé cette voiture en mode sportif, parce que c'est une voiture assez puissante aussi, se plaignaient un petit peu d'un certain flou, d'un certain manque de réactivité de la direction sur circuit. Enfin bon, c'est une grosse berline statutaire, c'est pas une bagnole qui est spécialement faite pour aller sur circuit, même si elle avait quand même 365 chevaux, mais c'est pas, et moi je l'ai jamais senti. Si tu es en conduite quotidienne, c'était une douceur incroyable. Donc c'était plutôt sympa. Ouais. En tout cas, on sait quoi offrir à Noël à Johan, un petit Cybertruck. Je crois qu'il sera vraiment très content. Ok, cool. Très bien. Deuxième sujet, la nouvelle BMW série 5. Donc BMW envisage et même prévoit de la nouvelle série 5 électrique, donc l'i5, que cette nouvelle i5 électrique fera la moitié des ventes à terme de la série 5 chez BMW. Johan? Alors oui, j'ai trouvé cette annonce très audacieuse. BMW et surtout la série 5, c'est des véhicules qui se vendent beaucoup aux entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises sont très loin de faire 50% de leurs achats en électrique, surtout sur des véhicules aussi statutaires que les séries 5. Moi, la gestion de flotte d'entreprise, c'est mon domaine, et c'est les gens qui ont le niveau pour avoir une BMW série 5 sont pas les premiers qui passent à l'électrique spontanément. Bien sûr. Et Johan, on sait, je te coupe, pardon, on connaît le pourcentage d'électrification dans les flottes aujourd'hui? Oui, il est inférieur à celui des particuliers en fait. Aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais les particuliers achètent à peu près 16% de véhicules électriques, et les entreprises sont plutôt aux alentours de 10-12%. D'accord. De véhicules électriques. Et dans l'annonce BMW, ce qu'il faut lire, c'est les petites lignes, un peu comme dans toutes les publicités. C'est-à-dire que ce chiffre de 50%, il est sur la durée de vie du modèle. C'est-à-dire qu'en fait, schématiquement, ils disent qu'ils vont commencer comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être en vendre 10%, ou peut-être même un petit peu moins au tout début. Et puis à la fin, ils en vendront peut-être 80 ou 90%. Un véhicule aujourd'hui, ça se conçoit pour à peu près 7 ans. Donc, s'ils le sortent maintenant, ils arrêtent en 2030. Et donc, effectivement, en 2030, ils en vendront peut-être 80-90% en électrique. Et donc, au total, au cumul, ils en auront fait 50% d'électrique. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre, enfin, que j'ai compris en tout cas la BMW, mais c'est comme ça qu'elle était sous-proposée. Il y a cette question du temps, et puis il y a la question de la géographie aussi, où ils disent qu'ils en vendront plus en électrique en Europe et moins dans d'autres pays. Oui, ça serait à peu près 50% à terme en Europe, 50% de la gamme, et 30% dans le reste du monde. Parce qu'effectivement, ça inclut des pays où la transition énergétique s'est pas encore faite de la même façon qu'en Europe. Moi, j'ai des petits chiffres, si vous voulez. Ouais. À propos de l'i4, c'est intéressant. Tu l'as essayé en plus l'i4. T'as essayé l'i5 aussi, JC? Ouais, j'ai essayé les deux. J'ai essayé l'i-Drive 40 et la M60. Ouais, je crois que tu as bien aimé d'ailleurs l'i5. Non, mais moi, je suis un fan de BMW. C'est incroyable. Et l'i5, elle est... Bref. Je vous donne des chiffres avant. En France, le pourcentage de BM i4 vendu sur les IMAT cumulés, donc série 3 berline, série 3 touring et série 4 grand coupé, donc vraiment toute la gamme série 3, c'est quand même 30%. Si t'enlèves le break, c'est 46%. Et sur la part juste i4, c'est-à-dire, enfin, série 4, on va dire, c'est 62% des séries 4 vendues sont des électriques. Donc, ils sont déjà, ça marche quand même déjà très bien. Alors qu'elle est sortie il y a à peine 2 ans. Oui, mais sincèrement, BMW en électrique, autant il y a des marques qui souffrent comme
Volkswagen, Stellantis qui ont des images pas terribles. BMW en électrique a une super bonne image. Et les voitures sont vraiment incroyables à conduire. Et ça, je rejoins vraiment Max Fontanier qui a fait le test de l'i5 et qui dit vraiment que quand on monte dans une BMW, même électrique, on est dans une BMW. Et donc ouais, moi je suis pas troublé. Hein. Là, on est déjà sur des chiffres assez hauts de vente électrique sur la gamme série 3, série 4. Alors la série 5 c'est un peu plus haut, c'est un peu plus cher. Mais à mon avis, oui, ça va le faire. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et donc tu considères toi que BMW est une des marques qui est en train de mieux réussir sa transition vers l'électrique. Ouais, il y a encore des défauts. En fait, pour moi, le gros défaut de BMW, c'est que ce sont des plateformes multi-énergie et que du coup, par exemple, tu as un très grand capot qui est fait pour loger un très gros moteur et qui empiète sur l'habitacle avec un tunnel central qui est assez énorme, etc. Et quand tu compares à une Tesla, enfin, je veux dire, l'i5 à l'intérieur, c'est plus petit qu'une Model 3, tu vois. Donc, il y a encore des problèmes comme ça, mais sinon, donc ils vont bientôt sortir la NEU classeuse, c'est-à-dire vraiment une vraie électrique sur une vraie plateforme. Voilà. Et là, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Mais pour le coup, après, moi, j'ai vu rien que sur l'i4, les évolutions, c'est assez incroyable. Quand on l'a essayé la première fois, il y avait quasiment pas de planificateur, c'était un truc vraiment basique. Maintenant, c'est mieux que chez Tesla. Je veux dire, ça donne les pourcentages à l'arrivée. Oui, tu peux dire combien tu veux à l'arrivée. Tu peux dire quel réseau de bornes tu veux. Enfin, il y a le plug and charge et tout. Enfin, ça, c'est vraiment canon. Donc, ouais, j'y crois vraiment. Surtout, BM a compris. BM va vraiment dans le sens de l'utilisateur à l'inverse de Tesla. C'est vraiment le conducteur roi. Et rien que par exemple, pour éteindre toutes les sonnettes que tu peux avoir là, c'est juste un bouton, t'appuies dessus 3 secondes et boum, ta voiture, elle est à l'ancienne. Moi, j'y crois beaucoup, vraiment. Je me pose une question, justement, avec l'arrivée imminente de la plateforme et de la Neue Klasse. Pardon. Est-ce que ça va pas mettre un coup de vieux très rapidement au modèle actuel et même à l'i5 qui sort tout juste maintenant? C'est-à-dire que j'achète une i5 maintenant, dans 2 ans sur la Neue Klasse, que devient ma i5? En fait, a priori, ça va suivre le schéma de renouvellement de BMW. D'accord. Donc, en gros, ça va commencer par l'iX3, qui profiterait de cette plateforme, donc un SUV. Et puis ensuite, voilà, ça va renouveler au fur et à mesure. Donc, l'i5 encore quelques années avant d'avoir une concurrente berline électrique au sein de la gamme. Mais oui, enfin, forcément, ça va faire virer la voiture, c'est certain. Mais ça reste même avec ses défauts, c'est tellement sympa à conduire que. En fait, ils ont jamais oublié leur précepte de base, et je m'en souviens quand on était plus jeune, c'était BMW. Je me souviens de ce slogan tout simple, le plaisir de conduire. Et c'est un peu ça quand même, hein. Ça reste ça, c'est-à-dire qu'ils ont encore tout concentré et conçu leur voiture autour de, comme tu le dis, du conducteur, de l'utilisateur et du plaisir de la conduite. Ouais. Et c'est quelque chose qui est quasiment inexplicable. Je saurais pas vraiment mettre des arguments là-dessus. J'ai essayé une Mercedes EQE par exemple, c'est pas mal. Mais t'en ressors pas avec le même ressenti qu'une BMW. Ouais. Le même toucher. Mais en plus, vraiment, tout le monde dit ça, donc c'est pas que un truc perso, quoi. C'est-à-dire vraiment, elles sont belles, il y a un toucher de route particulier, il y a une ambiance à bord. Même l'interface qui était un peu compliquée au début, ça s'améliore. Il y a des boutons partout pour accéder au menu directement. C'est assez sympa. T'as tout le réglage de siège sur la porte, et là t'as un bouton qui allume le réglage sur l'écran des réglages de siège. C'est-à-dire que, en fait, finalement, c'est assez logique, tu t'y retrouves assez rapidement. Non, franchement. Enfin, moi, je suis fan, mais j'ai pas envie de survendre le truc, mais. Oui, bien sûr, on comprend. Alors moi, il y a une chose qui m'étonne toujours, et ça concerne BMW, tu viens de le mentionner, mais ça concerne d'autres marques, c'est comment ils arrivent pas à faire un vrai frunk, un vrai coffre avant, sur une voiture électrique, avec la place qu'il y a et du fait que à la place dans cet emplacement, théoriquement, tu as un gros moteur thermique. Alors, on enlève le moteur thermique et tu ouvres le coffre et tu te dis, je vais avoir un joli frunk. Et non, t'as rien du tout. T'as un enchevêtrement de fils, de câbles, de boîtes, de machin. Et voilà, donc c'est pareil. Tu vois, même une petite voiture comme la Kona, Hyundai Kona, qui a un petit moteur, tu t'attends à avoir un frunk. Alors le moteur est à l'avant, je crois, mais et t'as rien, et t'as un petit coffre arrière. Donc en fait, ils ont pas réussi à optimiser l'espace en passant à l'électrique. Je trouve ça étonnant quand même. Ouais, il y a deux choses, il y a deux cas différents, je trouve. T'as la Kona, la Mégane, les ID aussi, je pense, ID3, etc. Pour moi, c'est vraiment des voitures thermiques dans lesquelles t'as enlevé le moteur et t'as mis un moteur électrique à la place. Et donc le moteur électrique prend toute la place avant et
Et sur la Kona, il y a un petit Frunk. Là, j'en ai une dehors d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une super bagnole. Je pensais pas que c'était aussi bien. Ouais. T'as un tout petit Frunk, mais voilà. Et ensuite, t'as vraiment les purs players électriques avec les plateformes électriques qui mettent les moteurs dans les essieux. Et là, t'as plus de place. Et pour la BM, i4, i5, c'est exactement pareil. Sur les versions eDrive 40, donc t'as un moteur à l'arrière et pas à l'avant. Et devant, t'ouvres le capot, t'as un énorme cache plastique. Et quand tu retires le cache plastique, c'est vide. Ah ouais. Mais t'as pas vraiment la place. Mais c'est incroyable. Ils ont pas fait la place. Mais il y a juste à mouler un truc en plastique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ne comprends pas. Peut-être que des accessoiristes le font en option. Tu peux acheter ça chez des équipementiers. Il y a une boîte qui s'appelle Frunk.at, c'est autrichien, je pense, du coup, et qui vend des Frunk pour plein de voitures électriques comme ça. Ah ouais. Et je pense que là vraiment, mais pour le coup, t'as vraiment de la place. Hein. T'as un tuyau qui est un peu mal placé, mais il pourrait le déplacer et faire vraiment une baignoire. Hein. Mais bon, non. Ok, très bien. Johan? Alors, je n'ai pas spécialement d'avis sur les Frunk. Peut-être une question de répartition des masses. Non, je suis pas suffisamment ingénieur en Frunk pour avoir un avis spécifique dessus. Très bien. Troisième sujet, un sujet un petit peu politique, donc on va y aller très prudemment, hein, parce que on sait que généralement c'est des sujets assez inflammables. Voilà, dis-moi pour qui tu votes et je te dirai pour qui tu roules si tu roules en voiture électrique. Alors, dis-moi pour qui tu votes et je te dirai si tu roules en voiture électrique. Donc c'est une étude américaine qui caractérise un petit peu les automobilistes en fonction de leur tendance ou de leurs opinions politiques. Et il en ressort d'ailleurs que ceux qui souhaitaient passer à l'électrique étaient plus nombreux avant que maintenant. Jean-Christophe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, bon, voilà, on le sait, hein, il y a un torrent de haine envers la voiture électrique. Je pense que ça commence vraiment à jouer. Et puis Trump reprend beaucoup la parole aux États-Unis et Trump a dit des choses vraiment incroyables sur la voiture électrique. Dans un discours, il a dit un conducteur de voiture électrique, il est heureux pendant 20 minutes et après, tout le reste du temps, il est angoissé par la recharge. Un truc comme ça. Incroyable. Ouais. Et mais non, mais là-bas, il y a vraiment deux camps. Hein. Il y a les républicains qui sont vraiment climato-sceptiques. Quand on regarde tous les candidats, ils ont vraiment tous le même discours. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire quelque chose pour le climat. Et puis, tu as de l'autre côté les démocrates qui sont l'inverse exact. Et donc, ça se retranscrit dans la population. Et je pense vraiment qu'en France, c'est pas du tout pareil. Je pense pas qu'il y ait une différence si forte entre les gens qui votent plutôt à droite, les gens qui votent plutôt à gauche. D'ailleurs, j'ai demandé sur Instagram, j'ai demandé sur notre compte un petit peu, j'ai demandé aux gens qui voulaient bien répondre de quel côté ils votaient. Ouais. C'est complètement partagé en fait. Donc bon, voilà. Alors c'est plein de paradoxes. Hein. On va pas se lancer dans une analyse politique, c'est pas notre rôle et puis on n'a pas la compétence. Mais simplement, je constate que si on parle de droite-gauche d'une façon assez clivante et assez primaire, je vais dire, on a plutôt tendance à dire que les gens de droite sont effectivement climato-sceptiques ou peuvent être climato-sceptiques, ce qui dans la réalité n'est peut-être pas aussi tranché que ça, mais bon, allons-y comme ça. Et mais ce que sont aussi souvent, c'est plutôt dans les rangs des libéraux qu'on trouve les gens qui sont les plus ce qu'on appelle les techno-solutionnistes, c'est-à-dire des gens qui croient vraiment à la technologie pour régler tous les problèmes du monde. Et quand on est techno-solutionniste, on a tendance à aimer la technologie et donc à aimer les voitures plutôt innovantes et donc à aimer les voitures électriques. Ça fait une grosse digression, hein. Donc est-ce que c'est aussi clivant que ça? Est-ce que c'est aussi partagé que ça? Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut être climato-sceptique et détester pour autant la voiture électrique? C'est la question que je me pose. Alors aux États-Unis, on a l'impression que les choses sont plus simples, elles sont un petit peu plus basiques. Soit t'es républicain et tu détestes la bagnole électrique et t'aimes bien ton gros pick-up V8, soit t'es démocrate, t'habites dans une grande ville, t'as pas de bagnole, ou alors tu roules en Prius ou maintenant en voiture électrique. C'est un peu ça le clivage. Et est-ce que c'est aussi simpliste que ça, Johan, à ton avis? C'est difficile. Belle colle, hein. Je pense pas que ce soit aussi simple. Et puis on sait aussi que les sondages ont quand même souvent tendance à se tromper, surtout sur les thématiques politiques. Moi, quand j'ai lu l'article, ce à quoi ça m'a fait penser, je sais pas si vous connaissez la courbe de diffusion d'une innovation. En fait, chaque innovation connaît la même courbe de diffusion, c'est-à-dire qu'au début il y a les innovateurs, les early adopters, donc
les adoptants précoces, je sais pas comment. Alors il y a les primo-adoptants. Les primo-adoptants, voilà, très bien. Et puis là, il y a ce qu'on appelle le gouffre. Et entre les early adopters et la diffusion massive, avec donc il y a encore 3 catégories dans la courbe de diffusion, avec donc les gens qui vont commencer à adopter massivement, il y a ce qu'on appelle un gouffre. Il y a toujours un moment où une nouvelle techno, alors s'effondre, le mot est trop fort, mais en tout cas une baisse de sa diffusion avant de rebondir sur une masse beaucoup plus importante. Est-ce qu'aujourd'hui dans le VE on est à ce moment-là, c'est toujours plus facile à dire après, quand on regarde les courbes, de dire bah tiens, c'était en 2023 le moment où on était dans le gouffre. Est-ce que ce sera en 2024? Je saurais pas dire. Il y a eu un petit creux là des immatriculations au mois d'octobre et puis c'est reparti en novembre. Le gouffre n'est pas sur un seul mois normalement, hein, donc le petit creux d'octobre n'était pas le gouffre. Mais voilà, moi ça m'a rappelé mes cours de marketing d'il y a très longtemps et cette courbe d'adoption ou de diffusion de l'innovation. Et peut-être qu'on est à ce moment-là, et peut-être que ça augure que dans quelques mois, une année, l'adoption du VE sera beaucoup beaucoup plus facile et diffusée. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu une publi sur LinkedIn qui disait exactement ça et qui montrait la courbe de vente des VE en Norvège qui avait elle aussi connu ce gouffre avant de repartir et devenir le VE est largement majoritaire dans les ventes de voitures neuves là-bas. Ouais. Donc effectivement, ouais. Après, il y a aussi beaucoup de constructeurs qui aujourd'hui se plaignent des ventes, de la demande, etc., qui oublient peut-être que d'autres vendent très très bien. Et le problème, c'est peut-être pas forcément la demande, mais peut-être leur offre qui est un petit peu compliquée. Il y a une lettre là de centaines de concessionnaires aux États-Unis qui a fait une demande pour faire une pause dans la voiture électrique parce qu'ils avaient trop de stock, ils n'arrivaient pas à les écouler, qu'il n'y avait pas de demande, etc. Et ça ressemble aussi beaucoup à ça parce que les véhicules Ford, Honda, Toyota, tous ces véhicules électriques là sont peut-être pas au point, soutiennent peut-être pas la comparaison avec par exemple ce que fait Tesla actuellement. Donc c'est compliqué de tirer le vrai du faux, de savoir exactement s'il y a vraiment ce gouffre ou pas. En tout cas, en novembre, les ventes sont encore très très bonnes, mais je pense que ça correspond aussi à la fin du bonus bientôt. Le bonus s'arrête pour pas mal de véhicules le 15 décembre, donc il y a forcément les modèles 3, les MG4, etc. qui partent comme des petits pains. Mais c'est ce que je dis, hein, moi j'habite dans un endroit où actuellement je vois déjà plus de modèles 3 Highland que d'ID4 passer. Donc je me dis que quand même il y a peut-être un problème avec l'ID4 par exemple. Oui, de toute façon, on en a déjà parlé, mais Volkswagen est un petit peu au milieu du gué en ce moment. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis, moi, j'ai jamais trop compris cette espèce entre guillemets cabale contre les voitures électriques Volkswagen, parce que vu de l'extérieur, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Je l'ai dit, je devais essayer la dernière ID3, puis j'ai eu un empêchement de dernière minute. J'ai essayé l'ID7 que j'ai trouvé très séduisante, mais au regard de son prix, peut-être un peu moins parce qu'elle est quand même très chère. J'aime beaucoup l'ID4, je trouve que c'est une belle voiture et j'ai l'impression que c'est une voiture qui remplit son office de bonne voiture familiale, tranquille, électrique, avec une autonomie tout à fait convenable. Et je sais que elle est pas très appréciée. J'ai lu des témoignages de gens qui disent j'ai eu une ID4, je l'ai revendue, plus jamais ça. Je trouve ça très radical. Mais effectivement, peut-être qu'on est dans une espèce de petit creux où le marché se cherche encore en ce moment. Effectivement, il y avait un dessin humoristique qui montrait, je crois que tu l'as posté, Jean-Christophe, un constructeur de voitures électriques qui fait tout finalement pour se mettre lui-même des bâtons dans les roues et qui se plaint après de pas vendre ses voitures. Donc on est peut-être dans ce cas-là. Quatrième sujet qui va plaire à Johan, je crois, c'est un sujet sur les SUV thermiques qui gâcheraient les bienfaits de la voiture électrique. Alors, de quoi s'agit-il, Johan ? Alors, en fait, quand on analyse l'impact d'un véhicule sur notre environnement global, on peut prendre 3 paramètres. Il y a ce que le véhicule va émettre au moment de son utilisation, il y a ce qu'il va falloir mobiliser comme matériau au moment de sa production, et puis ce qu'il va falloir mobiliser comme énergie pour l'utilisation du véhicule.
Là, ce qui a été expliqué dans l'article, c'est que l'électrique, c'est bien parce qu'en fait, ça émet moins, ça émet plus au moment de l'utilisation. Alors ça émet quand même des particules. Ça dépend si on parle de CO2 ou de particules, mais ça émet beaucoup moins au moment de l'utilisation. Ça émet plus par contre au moment de la production du véhicule. Et au moment de la production d'énergie, ça dépend un peu où vous habitez. Ça peut émettre beaucoup moins si vous êtes en France, en Suède, ou au Québec. Et puis ça peut émettre un tout petit peu moins si vous êtes en Inde, en Allemagne, en Pologne. Voilà. Et donc, ce qu'expliquait l'article, c'est que si par contre vous remplacez un véhicule relativement sobre par un véhicule plus gros, plus lourd, électrique, donc un véhicule thermique relativement sobre et léger par un véhicule plus gros électrique, à ce moment-là, vous perdez une partie de l'avantage, une partie du gain. Donc si vous avez remplacé votre Scénic par une Twingo électrique, là il y a un double gain parce qu'effectivement vous n'émettez plus rien et qu'en plus vous habitez en France, vous n'émettez plus rien ou presque à l'utilisation, vous n'émettez pas grand-chose à la production et puis le véhicule a pas mobilisé beaucoup de matériaux pour sa production. Si par contre vous remplacez votre Clio par un Cybertruck, par exemple, puisqu'on en parlait. Au hasard. Là, l'intérêt va être beaucoup plus compliqué à trouver d'un point de vue environnemental. Moi, l'article aussi se plaint les Greenpeace se plaint aussi de la surabondance de SUV électriques. Moi, je trouve qu'autant dans le thermique, passer d'une berline à un SUV ou d'un SUV à une berline, l'avantage, il est pas, l'inconvénient est pas énorme. Autant en électrique, vraiment passer d'un SUV à une berline, on y voit tout de suite un gain super important en conso et donc en autonomie. Et je pense sincèrement, vraiment que la berline a vraiment une carte à jouer, dans le futur, en tout cas dans le domaine de l'électrique, parce que c'est vraiment déjà plus sympa à conduire, c'est plus bas, etc. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais. Mais surtout, on y gagne vraiment, vraiment en autonomie, quoi. Et donc, du coup, si on y gagne en autonomie, on peut mettre une batterie plus petite. Qui dit batterie plus petite dit voiture moins chère, dit moins polluant aussi. Et on le voit bien avec une Model 3 qui a autant d'autonomie qu'un SUV avec une batterie 30% plus grosse. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre, en fait, actuellement. C'est-à-dire que les constructeurs en électrique continuent le schéma un peu de la voiture thermique. Et je pense que les nouveaux adoptants de la voiture électrique, ils ont besoin de retrouver des marques et peut-être acheter des voitures qui ressemblent à ce qu'ils avaient avant, etc. Mais en tout cas, je pense que tous ceux qui sont déjà passés à la voiture électrique comprennent l'intérêt de la berline au niveau de la qualité générale d'autonomie, de consommation, des recharges plus rapides, du coup, des voitures moins chères, etc. Mais on n'a pas d'offre, on n'en a pas. Mais je suis assez content parce que j'ai vu sur Automobile Propre que le mois dernier, la Tesla Model 3 était arrivée deuxième des ventes en France, c'est-à-dire toutes catégories confondues, même thermique, électrique. Alors c'est un chiffre un peu biaisé parce que forcément il n'y avait pas de Model 3 qui avait été livré récemment parce que la nouvelle est arrivée, etc. Et puis il y a le bonus qui s'arrête, donc tout est compacté au même moment. Mais ça prouve quand même que une berline, même si elle a même pas de hayon, ça se vend. Et je ne comprends pas qu'il y ait aucun constructeur qui propose une berline de taille moyenne, familiale, en électrique, qui pourrait avoir donc une belle autonomie avec une batterie normale, on va dire. Il y a aucun constructeur ne propose ça actuellement. C'est quand même fou. Ouais. Alors on a effectivement la Tesla Model 3. On a peut-être, on en parlait tout à l'heure, de la BMW i4 pour le moment. Ouais, c'est quand même très cher. Mais c'est très cher. Il y a la BYD Seal. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le reste, c'est les Chinois. Alors tous les Chinois proposent des berlines. Ah, et puis en plus, des belles berlines. Hein. Putain, les berlines chinoises, les NIO, les BYD, tu les vois, c'est flatteur. Hein. C'est vraiment des belles voitures. Ouais. La BYD, a priori, se vend très très bien, la Seal. Ouais. Voilà, peut-être que les Chinois en fait vont prendre des parts de marché aussi sur le fait qu'ils vont proposer des véhicules qui correspondent un petit peu à l'électrique. Il y a une offre importante de berlines et elles sont loin d'être encore toutes arrivées, notamment en Europe. NIO va débarquer là. J'ai eu l'occasion de faire un petit essai de la NIO NT5 récemment. J'ai été impressionné par la qualité de la voiture. Hein. Ça correspond, c'était une version haut de gamme. Ça correspond en gros à la Tesla Model 3 Performance. Comme je l'ai dit dans un podcast précédent, c'est une Tesla Model 3 Performance avec la finition et l'ambiance à bord d'une allemande premium, d'une BMW ou d'une Merco, une Mercedes. Donc
pour un prix inférieur à celui de la Tesla Model 3. Donc les berlines, j'ai bien peur que ce soit les Chinois qui prennent le marché rapidement si les Européens ne se réveillent pas. Effectivement, et comme tu le dis, s'il y a eu un rush récemment sur la Tesla Model 3, c'est que ceux qui étaient intéressés ont fait fi des défauts de la voiture, notamment l'absence de haillons, ce qui veut dire que c'est le prix aussi qui est important. Pourquoi ils se sont jetés dessus? C'est parce que tout simplement il y avait des opportunités de prix, et puis aussi parce qu'on savait qu'elle allait augmenter en 2024 du fait de la suppression du bonus. Donc messieurs les constructeurs, faites une berline efficiente et pas chère, et vous avez des chances d'en vendre pas mal, quoi. Mais surtout, si tu regardes dans les cartons, dans les projets futurs, il y en a pas beaucoup, hein. Il y a pas de, là, comme ça, en y réfléchissant, Volkswagen, il n'y a pas de berline à venir. Ils ont fait que l'ID7, mais l'ID7, c'est vraiment, c'est très, très cher, très, très haut de gamme. Ouais. Stellantis. Audi a 6 Citroën, mais c'est pareil, c'est du très haut de gamme, ça va sortir à 100 000 euros minimum, à mon avis. Voilà, t'as la C4 chez Citroën, mais qui est un petit peu dépassée quand même. T'as la Taycan, qui est une vraie berline, mais effectivement, ouais, c'est ça, berline du peuple qui commence à 90 000 euros, un peu plus, sans option. Et donc, en fait, il y a un gap aujourd'hui, c'est-à-dire que les constructeurs français semblent maintenant vouloir s'orienter sur des petites voitures, des petites citadines. Ce qui est bien. Ce qui est très très bien, Saab, donc IC3, Renault 5, bien futur Twingo électrique, les Allemands avec la Polo ID2All, etc. D'un autre côté, les gros SUV, ou les SUV, quelques berlines de luxe, mais en effet, la berline moyenne telle qu'on a pu la connaître et telle qu'on la connaît avec la Model 3, il y en a une seule, c'est la Model 3. Alors moi, je voulais corroborer ce que vient de dire Jean-Christophe. Si on compare la Ioniq 5 et la Ioniq 6, qui sont sur la même plateforme, avec la même batterie, enfin tout est équivalent sauf la carrosserie, à ma connaissance. La Ioniq 5, qui est le SUV, va proposer 500 km d'autonomie, je crois 507 en WLTP, et la Ioniq 6, qui a donc la seule différence, c'est l'aérodynamisme du véhicule, propose jusqu'à 614, je crois de mémoire, en WLTP. Et ça se fait uniquement sur l'aérodynamisme, et donc le fait que la voiture soit plus basse, plus profilée. Et on gagne 100 km d'autonomie. Si en plus, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe, il y avait une batterie un petit peu plus petite, on pourrait conserver les 500 km avec une batterie un petit peu plus petite, et puis avoir une consommation encore un petit peu meilleure. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Vous savez ce que certains disent au sujet des batteries plus petites qui nous paraissent comme ça parées de toutes les vertus. Ça serait pas aussi vertueux que ça, parce que ça nécessiterait d'en fabriquer plus et surtout de les recharger plus souvent, ce qui aurait pour effet de tirer plus souvent sur le réseau électrique. Je livre ça à votre réflexion. Ça n'appelle pas forcément de réponse pour le moment, mais j'ai trouvé que c'était des réflexions intéressantes. Dernier sujet. C'est un sujet de coût, c'est le loueur Sixt, mais pas seulement Sixt, parce qu'on sait que Hertz aussi c'est plein sur la question. Le loueur Sixt veut se séparer de ses Tesla, et Sixt est très en avance sur la location de voitures électriques, et il veut se séparer de ses Tesla, et il y a deux raisons principales, Johan. Oui, alors ce qui est bien important de préciser, c'est Tesla. Hein. C'est pas de ces véhicules électriques, c'est de ces Tesla, et c'est la même chose pour Hertz. La première raison qui est évoquée, c'est la politique de prix de véhicules neufs de Tesla. Un loueur courte durée, ça gagne sa vie en vous louant des voitures, mais ça gagne sa vie aussi en revendant les voitures quelques mois plus tard, 6, 8, 12 mois plus tard. Si sur les 6, 8, 12 mois, la voiture a perdu entre 5 et 10 000 euros, ce qui peut arriver chez Tesla, forcément, le prix de vente, vous n'allez pas revendre un véhicule qui a 8 mois plus cher qu'un véhicule qui est neuf, qui en plus chez Tesla est disponible instantanément si vous n'êtes pas trop regardant sur la couleur. Donc ça a un fort impact sur le compte de résultat d'une entreprise de location. La deuxième chose, c'est les prix de réparation. Alors pas en maintenance du véhicule, parce que ça on sait. Voilà, ça on sait que les prix enfin les coûts sont assez faibles. On dépense pas de rien ou presque
en freinage, on dépense peut-être un petit peu plus en pneumatique, mais c'est largement compensé par le freinage. On dépense absolument rien en fluide, vidange et ainsi de suite. Juste un peu de liquide lave-glace. Ce qui est mis en cause, c'est plutôt la conception des véhicules et leur capacité à être réparés quand ils ont un accident. Et donc là, encore une fois, ça touche principalement Tesla. Les autres marques sont moins touchées par ça. Et puis, il y a une troisième chose qui n'était pas citée dans les différents articles que j'ai lus, mais que j'ai entendu, moi, en échangeant avec plusieurs acteurs de la location courte durée. Ce qui est compliqué aussi pour eux, si vous louez de temps en temps en courte durée, vous savez que vous n'avez pas toujours le véhicule que vous aviez demandé, parce que en fait ils ont un parc qui peut pas s'adapter tous les jours, et puis vous faites des demandes, et puis une fois peut-être que vous allez demander un véhicule qui sont pas disponibles, et ils vont vous en donner un autre, en général un peu plus gros. Et donc ça peut arriver aussi sur la motorisation. Vous aviez demandé, il y a un peu trop de gens ce jour-là qui demandent des thermiques et pas assez qui demandent de l'électrique, et ils vont vous proposer un véhicule électrique. Et là, quand vous êtes au comptoir et qu'il y a 3 clients qui attendent derrière, pour faire une formation express à la conduite du véhicule électrique, à rassurer le client, c'est pas évident. Parce que l'agent de comptoir, il a 3 minutes pour vous expliquer tout ça, et on sait tous autour de la table que il nous a fallu plus de 3 minutes pour comprendre comment on se recharge, comment ne pas, que l'autonomie qui affiche au tableau de bord, c'est une vraie autonomie et qu'elle va pas s'effondrer du jour au lendemain, que si je mets le chauffage, je vais quand même pouvoir rouler avec la voiture, c'est pas l'un ou l'autre. Et donc c'est un peu plus compliqué pour les loueurs courte durée de mettre à disposition des véhicules électriques. Et ça c'est pas que Tesla. Il va falloir qu'on passe justement ce gouffre et que l'utilisation des véhicules électriques soit vraiment diffusée dans la population pour que les loueurs courte durée puissent très facilement diffuser l'électrique. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Tesla, la politique de prix et puis la difficulté de réparation en cas de gros choc, ça joue en leur défaveur, ce qui n'est pas le cas des autres véhicules électriques. C'est terrible en fait parce que c'était une des grosses annonces. Alors Sixt avait moins communiqué dessus, mais en fait notamment sur des grandes affiches dans les aéroports, Sixt communique beaucoup sur la voiture électrique et mettait en avant notamment en vedette un petit peu la Tesla Model 3. Donc ça veut dire que là c'est un vrai retour en arrière. Et puis idem pour Hertz qui avait fait une grosse annonce en annonçant l'achat de je ne sais plus combien de Model 3, c'était monstrueux. Et 100 000. Combien? 100 000, je crois. 100 000, ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, quand on arrive dans les aéroports américains et chez les loueurs, et notamment chez Hertz, vous avez des parkings remplis de Model 3 et de Model Y. Et du coup, c'est un espèce de retour en arrière. Et c'est vraiment un problème qui devient un problème industriel aujourd'hui au niveau des loueurs parce qu'ils ont une masse de véhicules vraiment importante, mais aussi pour les particuliers, parce que c'est aussi révélateur d'un problème que connaissent les particuliers de façon presque incessante depuis quelques années avec Tesla, c'est la fluctuation des prix des voitures, et notamment l'effondrement du prix de certains modèles, alors que on vient juste de l'acheter. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec la Model S il y a quelques années, où elle est passée dans sa version haut de gamme, je crois, du jour au lendemain, elle a perdu 50% de sa valeur en prix d'achat. Donc, quand vous venez d'acheter une voiture à 150 000 euros et que vous apprenez le lendemain qu'elle est tombée à 100 000, ça doit quand même faire un peu mal. Ouais, ça pique. Ça doit piquer beaucoup. Alors, j'ai vu des fanboys Tesla qui disaient, même pas mal. Oh, si j'ai acheté ma Model S 150 000, je viens de voir qu'elle était à 100 000. Bah, c'est pas grave. Ça fait partie de la politique de Tesla. Je trouve que c'est très, très bien qu'ils sachent s'adapter comme ça au marché et qu'ils écoutent le marché et les consommateurs. Mais bien sûr. Bref, donc effectivement, JC, t'en penses quelque chose, toi, de ces fluctuations et des difficultés des loueurs avec Tesla? Bah déjà, il y a pas si longtemps que ça, Hertz communiquait sur le fait qu'ils étaient très contents d'avoir des Tesla parce que à l'entretien ça coûtait beaucoup moins cher et tout. Ouais, exact. Donc je trouve que c'est un gros revirement de situation, c'est vraiment dommage. Après, moi je trouve ça hyper dommage parce que pour le coup, si tu veux louer une voiture électrique à quelqu'un qui connaît rien, vaut mieux que ce soit une Tesla qu'autre chose parce que quand même avec le GPS, le planificateur, t'as pas de badge à avoir. Enfin, tout est vraiment plus simple et tu vois, louer justement une ID, même Hertz loue des Polestar et tout, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué pour un néophyte. C'est vrai. Et après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est drôle quand tu vas louer une voiture électrique. Je le fais de temps en temps, soit pour essayer des voitures, soit parce que voilà, j'en ai besoin.
au guichet, les gens ils essaient de te prévenir. Quoi? Non, mais vous voulez vraiment? Attendez, c'est compliqué les recharges et tout. Enfin, les agents de comptoir, quoi, vraiment, ils font tout pour éviter que t'en prennes une, quoi. Ils te font bien peur comme il faut. Donc t'es obligé de leur dire non, mais je connais un petit peu, vous inquiétez pas. Bref, ouais, ça semble un peu mal parti la location de voiture électrique. Mais moi, je le comprends. Quelqu'un qui connaît rien, qui prend une voiture électrique du jour au lendemain, et on lui dit vas-y. Et en plus, ce qui est horrible avec les loueurs, alors je m'écarte un peu du sujet, mais en France, tu dois ramener ta voiture à 80% chez le loueur. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, pour un néophyte, c'est ultra compliqué. C'est-à-dire, explique, à 80%, tu dois la ramener chargée à 80%? Voilà, j'ai loué une Polestar chez Hertz, je devais la ramener chargée à 80%. Ah ouais. Et je trouve que pour quelqu'un qui s'y connaît pas, trouver une borne pas loin, arriver à charger en sachant que tu vas arriver ensuite à 80%, en être sûr, etc. C'est hyper compliqué. A priori, hein, par exemple en Italie, il y a pas ce concept. Tu peux la ramener comme tu veux et la charger comme tu veux. Ah ouais. Mais ouais, bon, bref, c'est un petit peu compliqué quand même quand t'es un néophyte de louer une voiture électrique. Je trouve que c'est peut-être pas le meilleur moyen pour commencer, quoi. Bah, surtout si on loue une voiture pour faire un road trip important, notamment sur des grands espaces. Si tu veux louer une voiture à Barcelone pour te rendre faire un road trip en Europe, ou pareil aux US. T'as intérêt à avoir une voiture quand même qui a une bonne autonomie, et puis avoir confiance dans la voiture et avoir une certaine connaissance du sujet. En effet, donc là aussi, peut-être que ça vaudrait le coup. Je sais pas s'ils le font, mais que les loueurs fournissent un petit guide avec la voiture dans la boîte à gants, une espèce de petite carte en 10 points sur le fonctionnement de l'électrique, de la recharge, etc., etc. Je sais pas si c'est le cas. Mais moi, c'était pas le cas en tout cas. Ouais. Par contre, avec la Tesla, il y avait une carte Shell Recharge. Donc ça, c'est quand même pas mal. D'accord. Tu pars quand même avec une carte pour recharger partout. Donc ça, c'était cool. Mais non, il y avait pas de guide. Après, une Tesla, c'est simple. La Polestar, c'est pas mal aussi parce qu'il y a un planificateur. Pareil, tu dis que tu vas aller d'un point A à un point B, il te dit où charger. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, ils louaient des Fiat 500, ils expliquaient qu'ils évitaient de les louer parce que les gens, ils galéraient, quoi. Ah ouais. Et du coup, les loueurs, d'une façon générale, est-ce qu'ils fournissent une carte de recharge avec la location? Là, tu parlais de Shell Recharge avec Tesla, mais est-ce que c'est le cas pour tous les loueurs et toutes les marques, ou est-ce que tu dois te débrouiller toi-même et te dire je m'achète une carte ChargeMap avant d'aller louer ma voiture? Comment ça se passe? Alors, Johan, je sais pas si tu sais, moi, j'ai fait que Hertz et Hertz donne une carte Shell Recharge. J'ai entendu des échos par des abonnés qui me disent qu'ils avaient loué une voiture, il n'y avait pas de carte et que, enfin, louer une voiture électrique sans carte de recharge, ça me paraît vraiment incroyable, mais bon. Et non, je sais pas comment ça marche chez les autres. Non, j'ai pas plus d'informations. Je crois pas que ce soit systématique. Et en plus, dans la location, il y a énormément de franchisés, parce que même si c'est marqué Hertz, Europcar, ainsi de suite, ça peut être des franchisés qui peuvent avoir des politiques un peu différentes de la politique de l'entreprise. Très bien. Mais écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup pour ce tour de l'actualité de la voiture électrique de cette semaine. À bientôt. Merci. À bientôt. On a beaucoup parlé du nouveau moteur électrique révolutionnaire de Renault ces dernières semaines. C'est aussi l'occasion de reparler des terres rares et d'en profiter pour faire un état des lieux de l'exploitation du lithium, qui lui n'est pas une terre rare. Pour évoquer ces sujets, je reçois Julien Weisset, ingénieur et docteur en mécanique et expert en électromobilité. Bonjour Julien Weisset. Bonjour Eric. Vous êtes ingénieur et docteur en mécanique, cofondateur d'Ambre, une entreprise qui s'est donnée pour mission de démythifier et de vulgariser la fabrication de véhicules électriques légers sur un modèle participatif et open source. Vous avez d'ailleurs lancé récemment un chantier, une sorte de preuve de concept, construire sa moto électrique. Alors pour les auditeurs, vous pouvez trouver ce site en tapant tout simplement construire sa moto électrique sur Google. L'URL c'est construire-sa-moto-électrique.org avec des tirets entre construire sa moto électrique. Voilà. En fait, je vous avoue que j'ai un peu de mal à vous présenter tant vous portez différentes casquettes, mais une chose est sûre, je vous suis à travers votre newsletter et c'est une incroyable source d'informations et de connaissances sur le sujet de l'électromobilité. Du coup, je vous ai proposé de venir un petit peu réagir dans le podcast sur différents sujets et puis j'espère qu'on aura l'occasion de le faire de façon relativement régulière en fonction de vos disponibilités. Aujourd'hui, on va parler de trois sujets. Tout d'abord, l'annonce récente de Renault sur son nouveau moteur révolutionnaire, nouveau moteur électrique bien sûr.
Ça nous permettra de faire un point sur le sujet des terres rares, et puis aussi on parlera aussi du lithium, puisque vous avez produit récemment des articles très approfondis sur ces deux sujets. Alors tout d'abord, Julien, sur l'annonce récente de Renault qui travaille sur un moteur électrique unique au monde en collaboration avec Valeo. Alors un moteur plus puissant, sans terres rares, qui devrait être prêt pour 2027. Alors c'est le moteur électrique E7A, qualifié de unique au monde, avec une architecture all-in-one et avec l'utilisation d'une technologie de rotor sans terres rares. Vous avez un peu étudié le sujet, Julien, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, j'aimerais commencer en disant que je vous remercie de m'inviter sur ce podcast, et je serais ravi d'y revenir autant que possible pour discuter de tous ces sujets. Donc au sujet du moteur révolutionnaire de Renault, bon évidemment jusqu'à présent tout ce qu'on aura entendu sur le sujet est quand même de la communication, et majoritairement de la communication. Donc révolutionnaire, il est au même point que beaucoup d'autres moteurs sont révolutionnaires. Unique au monde, il est tout aussi unique au monde que d'autres moteurs. Ce qui est particulièrement marquant chez Renault et qui là peut être considéré comme unique, c'est ce développement des moteurs synchrones à rotor bobiné, comme celui qui était installé sur la Zoé depuis ses débuts, sur la nouvelle Mégane, et qui effectivement sera ce sera la technologie qui sera utilisée sur ce moteur E7A. Donc il existait déjà alors en fait. Alors pas directement parce que c'est une nouvelle itération et il y a des petites variations, donc on pourra y revenir dessus, mais la technologie existait déjà, oui. Alors Renault était le seul à son niveau aussi gros à exploiter cette technologie-là. Donc en ça c'est unique au monde, mais oui, c'est une technologie qu'ils connaissent bien. D'ailleurs dans le communiqué qu'ils ont publié sur leur site, ils précisent bien que cette co-conception qu'ils ont faite avec Valeo, c'est vraiment une co-conception puisque Renault s'est occupé du rotor, donc qui est la particularité de ce moteur, c'est le moteur à rotor bobiné, et Valeo s'est occupé du stator, qui lui aussi a quelques particularités dans essentiellement les bobinages, qui là ne seront pas faits avec des fils de cuivre, mais qui seront faits avec la technologie qu'on appelle les hairpins, donc traduction, c'est la pince à cheveux, quoi, l'épingle à cheveux, qui permet d'aller chercher de meilleures densités de puissance. Donc en résumé, c'est un moteur qui, à encombrement égal et voire même inférieur, puisqu'on parle de 30% d'emprise en moins, présentera une puissance en tout équivalente, voire supérieure. Alors, d'après ce qu'ils disent, oui, ça sera probablement le cas, mais donc ça sera permis essentiellement par le stator qui a été développé par Valeo. Ouais. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur électrique, alors c'est là où on peut rentrer dans les détails un peu techniques, mais un moteur électrique, déjà, il affiche deux puissances. Il affiche grossièrement une puissance en pic, donc une puissance instantanée qu'il est capable de fournir pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Donc ça, c'est la puissance de 200 kW qui est annoncée par Valeo et Renault, qui est probablement celle qui seront capables de tenir. Et ensuite, la puissance continue, qui est la puissance que le moteur est capable de tenir pendant une plus longue durée, et qui là est en fait uniquement dépendant du comportement thermique du moteur. Donc ça, on a l'habitude de dissocier les moteurs thermiques des moteurs électriques, mais en fait sur notre plan sémantique, le moteur électrique est lui aussi un moteur thermique, puisqu'en fait la thermique, donc sa capacité à dissiper de la chaleur, a un très très fort impact sur cette caractéristique. Donc aujourd'hui, on aura certainement, ce qu'ils disent bien, une puissance spécifique 30% supérieure, donc ça c'est probable. Par contre, sur la puissance continue, il est difficile de savoir ce que ça donnera, parce qu'aujourd'hui, les hairpins sont connus pour leur capacité à effectivement augmenter la puissance en pic, mais aussi à diminuer la puissance continue, parce qu'en fait, on a plus de difficultés à dissiper les pertes par effet Joule. Ça veut dire qu'un moteur électrique, alors on s'en doute, à partir du moment où il y a une énergie, il y a une dissipation de chaleur, donc ça chauffe un petit peu le moteur électrique. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à faire un moteur qui chauffe le moins possible pour qu'il puisse garder son efficience pendant le plus longtemps possible, c'est ça ? Précisément, c'est un moteur électrique, il est quasiment uniquement piloté par sa température, quoi. En tout cas, les puissances qu'il est capable de fournir sont pilotées par sa température. Et donc sa capacité à dissiper la chaleur. Et par contre, c'est vraiment le problème du hairpin, c'est que certes, il augmente la puissance spécifique, puisque en fait, à l'inverse d'un fil, il prend plus de place. Enfin,
dans un même volume donné, il a plus de cuivre, donc ayant plus de cuivre, il arrive à transmettre plus de densité de puissance. Par contre, il arrive moins à dissiper la chaleur. Donc l'un dans l'autre, oui, c'est un progrès, mais il faudra voir les spécifications réelles en 2027, quand il sera mis sur le marché pour bien comprendre sa qualité. Et son avantage, est-ce que c'est un moteur qui, à puissance égale, va consommer moins ? Non. Ça, ça va même consommer plus que d'autres moteurs, parce que le moteur à rotor bobiné, qui est un superbe moteur, enfin je suis vraiment un grand supporter de ce moteur. C'est quand même le moteur qui a sur la plage d'utilisation dynamique d'un véhicule électrique, c'est le moteur qui a le moins bon rendement global. D'accord. Donc ça, effectivement, j'ai vu sur le site de Renault qui disait, je sais plus exactement, mais quelque chose. Enfin, il parlait de consommation, il me semble. Ça c'est à vérifier parce que alors c'est peut-être mieux que leur version actuelle du moteur à rotor bobiné, mais par contre, ça sera jamais aussi bien qu'un moteur à réluctance comme ceux qui sont installés sur les Tesla ou un moteur à induction. Alors, ça nous amène justement à ce point, le point, entre guillemets, environnement, parce que là, on parle d'un moteur qui n'utiliserait pas de terres rares. Ouais. Alors, déjà, on va dissiper une confusion. Les terres rares, on est bien d'accord, c'est uniquement dans les moteurs et non pas dans les batteries. Exactement. Quand on parle de terres rares dans les véhicules électriques, en réalité, on parle essentiellement du néodyme. Ouais. Et le néodyme, c'est la terre rare qui est utilisée dans les aimants permanents, qui permet d'avoir des aimants permanents de très très haute performance. Et donc les aimants permanents qu'on retrouve dans les rotors des moteurs, et effectivement, on ne retrouve aucune terre rare dans les batteries lithium-ion. Alors c'est vrai que c'est une croyance qui est assez... qui a la peau dure, ouais. J'ai du mal à comprendre pourquoi, alors que la précision a été faite des milliers de fois par des milliers de personnes, mais voilà, ça continue à se cru. Après, forcément, le niveau de connaissance progresse avec l'extension du marché, donc je pense que c'est une erreur qu'on fera de moins en moins, mais il est bien de le rappeler de temps en temps. Alors justement, ces terres rares, ça pose problème parce que, comme vous l'indiquez dans votre newsletter, c'est aussi un enjeu de souveraineté, parce que finalement, alors un enjeu environnemental évidemment, parce que quand on dit terres rares, elles sont pas rares en fait, c'est surtout qu'elles sont très difficiles à extraire et très disséminées, et ça pose des problèmes environnementaux et humains quant à l'extraction. Et puis le sujet aussi que vous avez pointé, c'est que ça pose aussi des problèmes de souveraineté, parce qu'on dépend finalement de territoires qui sont pas les nôtres. Ouais, précisément. C'est vrai que les terres rares, sur ça, c'est assez intéressant. Alors le terme de terres rares, en fait, c'est un terme qu'on a hérité du 19e siècle, donc faut pas trop lui en tenir rigueur, mais en fait, la terre rare permet d'illustrer la différence entre la ressource et la réserve. La ressource, en gros, c'est toute la quantité de minerais qu'il y a sous nos pieds disponible dans la terre, et la réserve, c'est celle qui est réellement accessible et économiquement pertinente à aller excaver. Et les terres rares, effectivement, ont ce problème-là, c'est qu'elles sont en très grande quantité. Enfin, si on regarde dans la croûte terrestre, on en retrouve à peu près partout et en quantité non négligeable. Mais par contre, les réserves économiquement viables sont relativement faibles, suffisamment faibles en tout cas, pour qu'on puisse encore les traiter comme rares. Après, effectivement, le problème principal des terres rares, outre l'aspect écologique qui est un aspect non négligeable, c'est effectivement celui de la souveraineté des approvisionnements dans ces minerais. Puisque, alors, moi j'ai les chiffres de 2020, mais en 2020, je crois que c'était 67% de la production mondiale de néodyme qui était faite en Chine. Et c'est là où la Chine est assez extraordinaire, c'est que non seulement la Chine exploite une grande partie des réserves mondiales, mais en plus, c'est elle qui fabrique une encore plus grande partie des produits qui sont issus de ces terres rares. Donc aujourd'hui, l'enjeu plus qu'écologique, il est de souveraineté sur ces minerais critiques. Alors, en fait, c'est relativement complexe le problème des terres rares, puisque elles sont parfaitement nécessaires dans de nombreux usages. On peut prendre l'exemple des IRM. On se mettra d'accord sur ça qu'on a bien envie de continuer d'utiliser des IRM, mais pour les IRM, on a besoin de terres rares. Et en fait, il y a plein d'autres usages comme ça. Et c'est pareil dans de nombreux moteurs. Moi, je considère que
il y a des moteurs où on est content d'avoir des terres rares parce que c'est des moteurs où on a besoin de puissance spécifique extraordinaire. Mais dans les moteurs où on peut se permettre d'être 10, 20, 30, 40 kilos plus lourd qu'une alternative avec des aimants permanents, alors là, on peut essayer, il apparaît pertinent de se passer des terres rares. En fait, ce que je trouve assez intéressant dans les terres rares, c'est qu'elles posent le problème, la question de l'usage, de la nécessité de pousser les performances au maximum. Ouais. Et par là, je trouve que Renault a pris une bonne direction avec ce moteur-là. Donc, si on arrivait à d'ici, je sais pas, à un horizon 2030-2035, à avoir des moteurs qui se passent complètement de terres rares, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour les pays qui n'en produisent pas, mais peut-être aussi pour les pays qui en produisent, parce que ça supposerait qu'on arrête de détruire et de piller leur sol. Ouais, c'est ça. Et effectivement, il y a cet enjeu. Je pose souvent la question de si on découvrait une mine, un gisement de néodyme, Oui. je sais pas, dans le Cidobre du Natal, de là d'où je viens, dans le Tarn, voilà, Ouais. dans la montagne du Nord. Est-ce qu'on accepterait de trouer le paysage avec ces gigantesques mines? Il est probable que non. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, autant que faire se peut, il apparaît pertinent de limiter l'excavation de ces ressources. Mais par contre, je me permets quand même de revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, si on arrive à produire des moteurs sans terre rare, en fait, on en fait depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, Tesla en fait toujours avec leur moteur à induction. Renault est un bon exemple. Il y a quand même pas mal de constructeurs qui ont exploité des technologies de moteurs sans aimant permanent. Donc c'est parfaitement possible. En fait, c'est un choix. D'accord. C'est un problème de compromis et quelquefois ça peut être rationnel tout comme parfaitement irrationnel. D'ailleurs, alors je sais pas si vous avez le ratio, mais je me posais la question, dans un moteur, disons un moteur électrique de voiture, je sais pas, ça pèse quoi, 90 kg à peu près, entre 90 et enfin entre 70 et 90 kg. Oui, donc c'est ordre d'idée. Quel est le poids des terres rares? Oh, c'est rien du tout. Oui, c'est quelques centaines de grammes. J'avais fait le calcul sur notre blog et j'avais en fait c'est aussi le problème des terres rares, c'est qu'en réalité, si on regarde uniquement l'impact climatique, donc les émissions de gaz à effet de serre, on utilise si peu de terres rares qu'en fait les terres rares sont négligeables sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que c'est un sujet environnemental, mais contrairement à beaucoup d'autres sujets environnementaux, c'est pas un sujet climatique, c'est plutôt un sujet de contamination des eaux, de déplétion des ressources, d'acidification des océans, enfin plein de choses qui sont en dehors du CO2 qui aujourd'hui est effectivement le maître étalon de beaucoup de politiques écologiques, quoi. C'est extrêmement faible et c'est aussi ça la beauté des aimants permanents en néodyme, c'est que dans une masse extrêmement faible, on arrive à assembler une quantité extraordinaire d'intensité magnétique. Ça nous amène sur le troisième sujet sur lequel je voulais discuter un petit peu avec vous, c'est le lithium. Alors pourquoi? Parce que vous avez aussi publié un très grand article très creusé sans mauvais jeu de mots, sur le sujet. Et du coup, j'aimerais qu'on fasse un peu le point parce que vous avez un point de vue que j'ai trouvé intéressant. C'est pareil, c'est de dire que finalement, si on continue à fabriquer trop de voitures avec des trop grosses batteries, ça va poser un problème non pas écologique, un petit peu comme ce que vous venez de dire sur les terres rares, mais tout simplement de pérennité d'approvisionnement. Ça veut dire que si on fait trop de voitures avec des trop grosses batteries, on n'aura plus de lithium pour mettre dans les batteries. Enfin, en schématisant, c'est un peu ça. Ouais, alors effectivement, en poussant les curseurs du raisonnement, c'est ça. C'est le point que je voulais prouver, c'est aujourd'hui, grossièrement, il y a à peu près 1 milliard de voitures dans le monde. Et quoi qu'il en soit, donc la plupart c'est des voitures thermiques, l'écrasante majorité. Et ces voitures, il va falloir les remplacer. Et aujourd'hui, le chemin qu'on prend, manifestement, c'est un remplacement par des voitures équivalentes d'un poids supérieur, puisque avec des batteries assez conséquentes. Et je me suis juste amusé à faire le calcul à partir des réserves en lithium actuelles. Donc, c'était les réserves de 2022. Alors, c'est le problème des réserves, c'est que les réserves, à l'inverse des ressources, évoluent. La ressource ne bouge pas, à moins qu'on découvre des gisements, mais la réserve, en revanche, peut évoluer, parce que selon les technologies qui sont à notre disposition, on peut augmenter notre capacité à aller chercher des ressources dans le sol. Ouais. Mais en allant chercher la réserve, en admettant que la réserve actuelle ne bougera pas, j'ai juste fait un petit calcul, une petite expérience,
une petite expérience de pensée en se disant, si dès demain, toutes les voitures qui étaient vendues dans le monde, donc je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais c'est quelque chose comme 67 millions, je crois, ou 70, ou 90 millions, je ne sais plus j'avais exactement. En tête 80 millions. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ouais. C'est presque 100 millions de voitures tous les ans. Si dès demain, toutes ces voitures étaient 100% électriques et qu'elles utilisaient la taille de batterie qui est aujourd'hui le Graal de tous les fabricants de voitures, qui est une taille de batterie d'environ 100 kWh, en fait, d'ici 2035, on aurait divisé par 2 déjà les réserves en lithium sur la planète, rien qu'avec les voitures. Donc, c'est une expérience de pensée. Évidemment, c'est totalement aberrant parce que bien avant, on aurait une tension sur les approvisionnements. Et d'ailleurs, il est absolument aberrant d'imaginer que toutes les voitures pourraient être vendues avec une capacité de 100 kWh. Mais c'est juste pour montrer que, il me semble en tout cas que quand on est l'industrie automobile, on doit toujours faire l'exercice un peu de l'impératif catégorique kantien de se dire, ok, est-ce que cette voiture-là, si tout le monde l'utilisait, je ne le regretterais pas, quoi. Est-ce que c'est réellement tenable? Est-ce que systémiquement, on n'arriverait pas à un problème? Oui, c'est pas crédible de continuer à promulguer, à promouvoir autant les voitures de 100 kWh, et il faudrait essayer de trouver des solutions, pas nécessairement tuer les voitures de 100 kWh, mais trouver une solution massive pour réduire la taille des batteries, pour garder la réserve qui s'amenuise, quoi qu'il en soit. Alors, la Chine n'est pas le premier producteur de lithium, je crois que c'est l'Australie aujourd'hui, loin devant. Le Chili, la Chine arrive en 3e position, avec 14%, 15% du marché, on va dire. L'Argentine, le Brésil, le Zimbabwe. Alors, étonnamment, on a le Portugal en 7e position, qui produit à peu près un montant équivalent à celui du Canada. Et alors, le lithium, c'est pareil, c'est pas quelque chose de rare. Il suffit entre guillemets de creuser pour en trouver. Et il y a un projet de création de mines de lithium en France, dans l'Allier, qui devrait ouvrir en 2027, je crois. Donc peut-être qu'un jour on sera autosuffisant en production de batteries pour nos propres voitures électriques. Vous en pensez quoi? Alors j'avais à l'époque où cette annonce était sortie, j'avais creusé le sujet pour essayer de comprendre ce qu'il en était. J'en pense que l'indépendance sur ces approvisionnements semble assez peu probable. D'accord. Néanmoins, c'est bien de participer à l'effort mondial pour aller chercher les minerais là où ils sont et pas seulement aller les chercher dans les pays pauvres ou les pays déclassés. On s'intéresse bien peu à ce que pensent les habitants. Donc c'est très bien de participer à l'effort. Bon, après, je m'étais pas mal intéressé sur toutes les annonces qui avaient été faites à propos de la propreté de ce lithium. Bon, là aussi, on était sur de la communication et d'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Donc, comme tout, il faudra voir le résultat, il faudra voir l'exécution qui aura été faite à la suite des promesses. Moi, je suis favorable à participer à cet effort-là. Ça, évidemment, c'est pas un encouragement à aller chercher toutes les réserves qui sont dans tous les sols auxquels on peut avoir accès. Mais voilà, je trouve ça relativement pertinent. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit précédemment à propos des réserves de lithium qui sont effectivement relativement bien partagées dans le monde. Mais ce qui est aujourd'hui assez intéressant, c'est qu'elles sont effectivement dispersées dans le monde, mais le problème actuel, c'est beaucoup plus sur la production, l'utilisation du lithium qui a été extrait de terre. C'est le cas par exemple de l'Australie qui extrait beaucoup de lithium et qui ensuite l'envoie majoritairement en Chine pour la production de produits de batteries lithium-ion. Donc, au-delà de la disparité des réserves, il y a aussi un sujet d'essayer de rapprocher les usines de fabrication de cellules des gisements qui permettraient en fait d'avoir une économie mondiale là aussi un peu plus décentralisée, un peu mieux répartie. Un peu mieux répartie, un peu plus antifragile, quoi. C'est-à-dire ne pas avoir 1, 2, 3 blocs comme on peut avoir aujourd'hui. Et avoir une sorte de collaboration un peu plus saine, quoi. Une dernière question, Julien. Les batteries LFP, est-ce que ça peut sauver la mise? C'est-à-dire, par rapport aux batteries lithium-ion, je vous pose une question un petit peu de naïf, là. Est-ce qu'on a moins de lithium dans une LFP que dans une lithium-ion? Quand vous dites dans une lithium-ion, vous parlez de NMC, j'imagine, donc l'autre chimie, nickel, manganèse, cobalt. Donc LFP, c'est lithium fer phosphate. Il y a un peu moins de lithium. Il y a quelque chose comme, ça se compte en quelques points de pourcentage, donc c'est pas immense. Significatif. Voilà, c'est pas significatif, d'autant que la densité énergétique des cellules NFP étant plus faible que celle des cellules NMC,
on est obligé, si on souhaite avoir la même capacité de batterie, avoir des augmenter. batteries plus grosses. Voilà. Donc à la fin, on économise un peu en lithium avec le LFP. C'est d'ailleurs, je crois qu'il faut aussi, de la même manière qu'il faut encourager les moteurs sans aimant permanent, qui ont certes un moins bon rendement, mais qui permettent aussi de s'extraire un peu de la course aux minerais rares. Il faut encourager le NFP qui a ses défauts, les mêmes que les défauts du moteur à rotor bobiné, mais qui a aussi ses qualités qui sont aussi les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cobalt, donc ça permet de limiter une partie de l'impact environnemental, et aussi le cobalt est un minerai relativement rare, en tout cas en tension. On s'extrait de cette course-là, il n'y a pas de nickel non plus. Donc voilà, en fait, c'est le problème et aussi le bénéfice des véhicules électriques, c'est que il n'y aura pas une solution unique, il n'y aura pas une technologie unique, contrairement à ce qu'on avait connu jusqu'à présent avec le moteur à combustion interne qui reposait sur le miracle du pétrole. Aujourd'hui, on va devoir composer avec plein de technologies. Il y a le sodium-ion, il y a les supercondensateurs qui peuvent aider dans certaines situations. Disons-le, il y a la pile à combustible qui, dans certains usages aussi, peut avoir du sens. C'est compliqué en termes d'analyse et de planification, parce que c'est un problème dynamique extrêmement complexe. Mais on va devoir en passer par là, quoi. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Julien Weisset. Je rappelle que vous êtes ingénieur et docteur en mécanique, cofondateur d'Ambre, une entreprise qui s'est donnée pour mission de démythifier, de vulgariser la fabrication de véhicules électriques légers sur un modèle participatif et open source. On aura l'occasion d'en reparler parce que ça sera sympa aussi un jour de faire un point sur votre chantier de cette fameuse moto électrique. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt probablement pour d'autres éclairages très intéressants sur le marché de l'électromobilité. Merci beaucoup Julien. Merci Eric, à bientôt. Les auditeurs envoient les watts. Bonjour Eric, je m'interrogeais sur le fait que les câbles des bornes type T2 ne soient pas attachés. Pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit sur la norme NFC 1500 concernant les bornes domestiques, pourquoi ces bornes publiques ont-elles des câbles non attachés alors que par exemple des stations à essence ont bien leurs tuyaux attachés, ce qui paraît extrêmement logique? Et pourquoi doit-on encore aujourd'hui avoir un câble T2 dans le coffre de sa voiture pour pouvoir se recharger sur des bornes publiques en courant alternatif? Les bornes CCS, par exemple, ont bien leur câble attaché également. Donc il y a quelque chose d'assez illogique là-dedans qui oblige chacun à avoir un câble à la bonne longueur, donc si possible supérieur à 5 mètres, qui est la longueur d'une voiture, pour pouvoir bien se garer et se brancher sur les bornes publiques. Voilà, je voulais savoir un petit peu si les fournisseurs de bornes, les collectivités territoriales, les mairies, etc., qui installent ces bornes sur des places publiques, avaient un petit peu réfléchi à ce genre de questions, parce que ça paraît assez illogique de devoir se trimballer avec son câble. La voiture a une trappe, on l'ouvre, on se branche. Quand on va faire son plein à la station essence, c'est pareil. Et je pense que ce genre de choses est un petit frein aussi dans l'imaginaire des gens à l'accès aux véhicules électriques et à la recharge, en fait. On s'imagine bien, il faut avoir son câble, et certains même détracteurs vont dire qu'il faut avoir plusieurs types de câbles dans son coffre pour pouvoir circuler. Voilà, merci d'avance. Bonjour Émile et merci pour la question. Alors c'est un sujet qui revient régulièrement. Franchement, j'ai pas beaucoup de réponses. Je sais que la France fait partie des pays qui imposent d'avoir son propre câble et qui donc interdisent le fait qu'une borne AC jusqu'à 22 kW soit équipée d'un câble de recharge T2. C'est bien ennuyeux. Moi, j'avais un jour évoqué une possibilité, c'est que les constructeurs automobiles installent un système de câbles déroulant à l'intérieur même de la voiture, de façon à ce qu'on n'ait pas à manipuler toujours ce câble qui est lourd, qui est sale. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème d'ergonomie et d'expérience utilisateur qui peut même rebuter, comme vous le dites, certains clients potentiels de la voiture électrique. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. J'ai bien compris que la question concernait les bornes publiques et non pas les bornes à domicile, pour laquelle les règlements sont aussi très stricts. C'est normal aussi, pour des questions de sécurité, de garantie et d'assurance.
Mais je vous rejoins complètement. Cette contrainte est un petit peu étonnante, sachant que d'autres pays n'obligent pas à avoir son propre câble et autorisent les bornes AC avec câble attaché. Peut-être que ça évoluera un jour, mais pour l'instant, on n'a aucune information sur le sujet. Petite question pour nos amis montagnards. Admettons, en été chargé, forte sollicitation. Est-ce que vous avez eu des soucis de surchauffe batterie ou de surchauffe moteur vous obligeant à limiter les performances? Parce qu'avec des véhicules thermiques, on était souvent obligé de réduire, on va dire, la pression sur la pédale d'accélérateur, sinon ça chauffait. Et quid du véhicule électrique? Parce qu'on connaît tous son efficacité, mais on ne connaît pas forcément tous ses limites. Donc ça serait bien d'avoir vos témoignages pour les essais un peu, les conditions sévères. Bonjour Gary et merci pour la question. Alors théoriquement un moteur électrique ne chauffe pas ou chauffe très peu. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ne peut pas récupérer le surplus thermique d'un moteur électrique pour l'utiliser comme chauffage dans la voiture et qu'il faut soit une pompe à chaleur soit une résistance indépendante. En revanche la batterie peut chauffer. La batterie peut chauffer si elle est trop sollicitée et dans certaines conditions. Alors moi je l'ai déjà expliqué, je vais vous donner mon cas personnel. J'en ai déjà parlé ici, je crois d'ailleurs. Très rapidement, cet été, lors d'un jour de canicule, j'ai fait une recharge de ma voiture à 13h, une Tesla Model 3 Performance. J'avais roulé à peu près 1 heure le matin, 1 heure à 2 heures. Et puis je m'arrête dans un superchargeur, donc un superchargeur V3 qui charge à 250 kW en crête. Et donc je mets ma voiture en charge. J'étais en plein soleil, 13 heures, avec la clim, etc. Et pendant la charge, la ventilation de la batterie a fait un bruit énorme, comme seul on peut l'avoir quand on est sur un superchargeur, mais vraiment très 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 fort. Je l'avais rarement entendu aussi fort. Et quand j'ai voulu repartir, quand la charge était terminée, la voiture a refusé de démarrer. Et j'ai eu un message au tableau de bord qui affichait moteur avant désactivé, vous pouvez quand même rouler. Donc j'ai pu, après, en attendant, j'ai attendu 30 secondes et puis j'ai relancé la voiture. Et là, elle a démarré et j'ai roulé pendant une 50aine de kilomètres avec seulement le moteur arrière. Et le message disait bien qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais rouler. Et puis au bout d'un moment, je me suis arrêté à l'ombre, il faisait un peu plus frais, j'ai laissé la voiture le temps de faire quelques courses et quand je suis revenu, tout était rentré dans l'ordre, les deux moteurs remarchaient. Et je pense que ça ne venait pas de la surchauffe d'un moteur, mais plutôt de la surchauffe de la batterie, qui du coup a débrayé l'un des moteurs pour pouvoir se refroidir. Voilà. Donc une batterie peut effectivement chauffer quand la voiture est bien sollicitée. Le moteur, j'ai plus de doutes. Bonjour, Johan de Laval. J'ai une question pour le prochain intervenant qui sera un spécialiste en batterie. Dans le temps, avec les voitures thermiques, il y avait un rodage à faire. On disait pour un diesel, il ne faut pas dépasser 2000 tours minute, pour une essence 3000 tours minute, pendant les 1000, 2000, 3000 premiers kilomètres. Est-ce que pour une batterie, il y a un rodage à faire ? Est-ce qu'on pourrait augmenter ou optimiser la durée de vie de la batterie si pendant les 5, 10, 20 premiers cycles, on ne dépassait pas les 80%, ou on n'utilisait pas la charge rapide. Est-ce qu'il y a un espèce de rodage des batteries qui pourrait exister, ou est-ce que c'est pas nécessaire parce que la technologie est complètement différente de celle d'un véhicule thermique? Si un spécialiste des batteries peut répondre à cette question, je suis très intéressé. Bonjour Johan, alors tu nous as à peine quitté en tant qu'intervenant du podcast et tu reviens maintenant en tant qu'auditeur pour poser une question. Concernant ta question sur le rodage des batteries, alors je n'ai pas pu la poser au spécialiste Julien Vaissette puisque son interview était déjà enregistrée et montée quand tu as posé cette question hier ou ce matin, je ne sais plus. Alors, moi, je vais tenter de te répondre. Simplement, à ma connaissance, un rodage n'est pas nécessaire. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Et quand j'ai essayé ou acheté des voitures électriques, on m'a jamais fait ce conseil. Je ne crois pas non plus avoir vu ça dans les guidelines d'utilisation de Tesla, par exemple. Donc, il me semble pas que ce soit nécessaire. En revanche, effectivement, il faut bien ménager théoriquement sa batterie, faire en sorte qu'elle ne reste jamais chargé en dessous de 20% très longtemps, ni au-delà de 80% très longtemps, et surtout à 100%. Donc quand on charge sa batterie à 100%, c'est parce qu'on a prévu un long trajet et donc il faut théoriquement partir tout de suite. Et puis éviter de la charger trop fréquemment sur des superchargeurs. En dehors de ça, il n'y a pas de nécessité de rodage à ma connaissance.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!